ça va? Eh bien, ça ira mieux quand on aura parlé depuis 5 minutes. D'accord. Eh bien, ça va aller. Alors, on lance directement le sujet. Né à Uccle en 1935, un papa avocat en banque, compagnie d'assurance, une longue carrière. Combien d'années d'expérience déjà? Mon père, Oui, et puis vous? mon père est rentré au barreau quand il avait 21 ans. Il est né en 1910 et donc rentré en 31. Ok. Voilà. Il a fait une carrière de 50-60 ans de barreau. Moi-même, je suis rentré au barreau en 60. Oui. Voilà, j'ai fait 60 ans de barreau aussi, avec une finale de bâtonnier. Oui. Et j'ai découvert aujourd'hui que je suis le plus ancien bâtonnier encore vivant. Eh bien, félicitations Voilà. pour ce titre. Mais alors, c'est une trajectoire un peu différente de celle du papa, Voilà. qui était un peu déçu, non? Mon père était l'avocat de banque et de compagnie d'assurance, Oui. notamment la caisse d'épargne. Mhm. J'avais le caractère de ma mère, j'étais enfant unique. Ma mère était très cultivée, un peu sauvageonne, originale, Ok. et je crois avoir hérité d'elle une manière d'être avocat qui n'est pas tout à fait celle de l'avocat de la caisse d'épargne. Mhm. Je suis donc jeune stagiaire, je suis désigné prodéo pour défendre des gens qui ont commis ce qu'il ne fallait pas faire. Et me voilà à la prison rendre visite à un monsieur qui avait attaqué des fourgons bancaires, mais en sauvegardant soigneusement la vie des pilotes et des gardiens. Ce monsieur était liégeois, il avait été arrêté chez nous, il était à la prison de Forêt. D'accord. J'arrive, monsieur, bonjour, comment vous appelez vous? C'est un liégeois. Lui c'était Marcel Abran. Tout à fait. À l'époque, il était au commencement, ça s'appelle Carrière, il était très peu connu. Mhm. Et moi d'ailleurs, comme moi. Et comment vous appelez-vous, me dit-il? Je m'appelle Magnier. Magnier, Magnier. Mais l'avocat Magnier, c'est un vieux monsieur. Mais c'est mon père. Alors je dis Joe, c'est l'avocat de la caisse d'épargne. Oui, monsieur. Et on est samedi. Oui, monsieur Abran. Et comment voulez-vous que je fasse quelque chose quand je sais que le camion de la caisse d'épargne sort lundi à midi avec tout le fric et qu'on va l'attaquer? Je dis, je n'ai rien entendu, monsieur Abran, voilà. Ah, on dit, on est ici, on ne sait rien faire. Bon, on parle de son affaire à lui. Oui. Je rentre, je déjeune avec papa. Tu ne parles pas? Non, papa. Qu'est-ce que tu as fait ce matin? J'étais à la prison, papa. Ah. C'est pourquoi tu ne dis rien? Papa, oui. Le camion de la caisse d'épargne avec le fric qui sort lundi midi? Je ne sais pas, je ne me suis jamais occupé de ça, dit mon père. Ça n'est pas mon boulot. Non, voilà, bon appétit, me dit mon père. Et nous parlons. Nous échangeons des propos sans importance. Samedi se passe, dimanche se passe, lundi se passe, et mardi je vais à la prison. Monsieur Abran, allons-y, je vais encore trop parler, il paraît que le camion n'est pas sorti. Mais c'était quand même un dur à cuire, ce fameux Marcel Un Abran. des plus forts. Parce Il qu'il a habite tenu aujourd'hui tête Bruxelles. Il a tenu tête au juge. Et on se téléphone une fois par an. D'accord. Et il habite Bruxelles maintenant. Ok. Et pourquoi pas Liège? Marcel, tu es fille liégeois. Ben alors Didier, c'est plein de bandits. Alors, on était destiné à la cour d'assises. Oui. Non, pas encore, la correctionnelle. D'accord. Et le président, c'est Terlinden, là, Terlinden? C'est Oui. possible, oui. Dis-lui bien que lui, c'est lui, moi, c'est moi. Oui, Marcel, je lui dirai. L'audience commence, le président nous voit, et il dit, affaire Abran, faites entrer l'accusé. On amène Abran, costume bleu marine, cravate superbe, grand chic, pas du tout l'air d'un bandit, et il s'assied. Oui. Terline le regarde et lui dit,
Abran, debout. Tu lui as dit? Oui, je lui ai dit. Qu'est-ce que vous lui avez dit, maître Magnier? Je lui ai dit que c'était lui, que vous, c'était vous, que... Et quoi? Abran, debout. L'auteur s'est suspendu. On s'engueule un peu. Terline et moi, je vais trouver Abran. Donc, tu dis ce que tu lui as dit? Oui, oui, je lui ai dit. Alors, on y va maintenant, on y va. Il s'assied. Monsieur Abran, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Ben, je savais bien qu'on finirait par s'entendre. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est des grands types, hein, ça. Oui, un grand type. Alors, il y a un autre nom très connu. Donc, dans une des interviews, vous avez dit que vous avez fait de nombreuses enquêtes, vous avez eu de nombreux dossiers. Certains sont complètement passés dans le côté de l'oubli, et d'autres, non, vous avez encore les moindres détails. Je parle d'un jour où vous recevez un message, un 13 octobre, une lettre d'un certain monsieur Marc Dutroux, qui vous demande de le représenter suite à un conseil de Jacques Vergès, un autre grand homme qui est connu pour avoir défendu des mauvaises personnes ou des bandits ou des grands criminels. On pense au criminel Carlos, le terroriste vénézuélien, ou encore Klaus Barbie, le boucher de Lyon. Et donc, sous recommandation de Jacques Vergès, Marc Dutroux vous écrit. Peut-être un mot d'abord sur Jacques Vergès? Jacques Vergès est plus âgé que moi. Nous l'avons hélas perdu. C'était un grand monsieur et lorsque je l'ai rencontré, c'est parce que nous avions un client commun. D'accord. Un Algérien. Et nous avons plaidé cette affaire ensemble et depuis lors, nous étions très 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 liés. Au point que je l'appelais pour défendre de mes clients et il m'appelait pour défendre des siens. Nous formions une équipe, nous étions des frères. Dutroux lui avait écrit pour lui demander d'être son avocat. Mais Vergès était pris par une autre affaire et Dutroux avait écrit très tard. Toujours est-il que Dutroux m'écrit effectivement, j'ai demandé à M. Vergès et c'est M. Vergès qui m'a conseillé de vous adresser à lui, à moi, à lui. Et j'accepte donc Vergès, j'écris à Vergès, et il me répond. Lisez. Cher disciple, je suis fier de vous, vous me dépassez en infamie, Jacques Vergès. Alors c'est assez gratifiant, mais est-ce qu'après coup, après avoir accepté et de le dépasser en infamie, c'est pas un regret d'avoir accepté une telle affaire? C'est en tous les cas une épreuve de l'avoir accepté et mondainement dans les gens de mon milieu, comment un gentil garçon comme Xavier peut-il accepter d'être l'avocat de cette crapule si c'est pas pour faire sa publicité? C'est ignoble, on ne défend pas un type pareil qui s'attaque à des petites filles, surtout quand on est lui-même parent d'une fille et grand-père de 6 jeunes filles. Oui. Bien. À refaire. C'est vrai qu'à ce titre-là, j'ai beaucoup déplu. Dans mon monde, comment peut-on, dans mon monde, défendre un individu pareil? Quand j'ai plaidé l'affaire, j'ai compris que Dutroux n'était certainement pas tout seul. Et à la sortie du procès, il y a 20 ans, j'ai écrit ceci. Tout à fait. Avec ce fameux dossier bis. Le dossier bis était promis par le parquet général parce que là, on verrait qui sont les clients, qui sont les autres, qui sont ceux qui payaient pour des petites filles. Et là, si je heurtais les gens bien quand j'étais l'avocat du Dutroux, je heurtais encore certains qui étaient dans les gens bien quand je les soupçonnais d'être des clients. D'autant plus que la gendarmerie avait filmé la maison de Marc Dutroux, avait créé une opération toute faite pour filmer Dutroux,
filmer la maison et filmer par conséquent ses clients, et que je demandais moi qu'ils ne comparaissent pas tout seuls, mais qu'ils comparaissent avec les gens de la haute qui seraient ses clients. Avant de rentrer dans le détail, enfin pas tous les détails du dossier, votre première rencontre avec Dutroux, comment se passe-t-elle? Alors, je suis à la prison et je vois arriver deux gens, une pile de dossiers comme ça, et l'homme est masqué. D'accord. Il entre, il arrive devant moi, voilà, vous êtes moi, je suis lui. Il dépose la pile comme ça et il me dit « Avez-vous fait bon voyage ?» Et Dutroux prétendait très vite que cette enquête était manipulée parce qu'on ne pouvait pas dévoiler qui était qui dans le processus de son action. Ceci dit, il n'a jamais explicitement menacé de dire qui ça pourrait être. Il a en quelque sens vendu son silence. Parce qu'une des conclusions, hein, donc dans ce fameux travail que vous faites au cours des années de procès, c'est de dire que Dutroux n'est pas un prédateur isolé, mais qui fait partie d'un réseau. Ce réseau aurait même été confirmé par des experts américains. Mais comment expliquer la présence, la réalité de ce fameux réseau, puisqu'il ne mentionne aucun nom, il ne mentionne aucun réseau lui-même? Comment l'expliquer alors, la présence de ce Parce réseau? que ça a fait l'objet d'une opération Othello de la gendarmerie. Tout à fait. Et l'opération Othello a consisté à filmer la maison. Oui. Et par conséquent, les gendarmes savaient qui de puissant pouvait être tenu en laisse, menacé de chantage. La gendarmerie tenait le pouvoir parce qu'elle tenait des puissants. Parce qu'on dit même que dans cette opération Othello, on voit des petites filles sortir de la maison, des rentrées, et ça n'a jamais inquiété personne. Exactement. Et quand on a perquisitionné, le gendarme qui est descendu, Michaud, est descendu avec le serrurier. Il est arrivé dans la cave, devant la porte de la cache où se trouvaient des petites filles. Ils ont entendu des paroles des enfants qui parlaient. Et Michaud a réagi en criant « Taisez-vous ». Sur quoi le serrurier, qui était à côté de lui, lui a dit « Mais ce sont des enfants ». Eh bien, ce sont des enfants dans la rue. On était un mercredi matin, en plein hiver, et ils n'étaient pas congé. C'est quand même sordide comme histoire, parce que ça voudrait dire que la police ou la gendarmerie est corrompue, quelque part. Et ce qui s'est passé, c'est que la gendarmerie a été dissoute. Et je vais aller plus loin. Est-ce que donc la gendarmerie rendez-vous compte, a été fait dissoute sa part dans cette affaire? Les juges avaient-ils aussi des intérêts privés ou personnels à défendre ou des C'est ce que le procureur du roi a dénoncé lui-même au procureur général de Liège en disant « Je soupçonne des magistrats d'être corrompus, voire de profiter d'occasions pour s'acheter de belles voitures pour pas cher. » Le procureur du roi lui-même, qu'en pleine audience, quand j'ai dit qu'on ne pouvait pas laisser Dutroux tout seul, il fallait le juger, je ne demandais pas d'indulgence, mais qu'il fallait le juger avec tout le monde, il a répondu au jury « Comptez sur moi, je ne suis pas sur les rotules ». Eh bien, 4 mois plus tard, il était sur des rotules. Le dossier bis a été classé par la cour d'appel de Liège, voilà, le 23 novembre 2004. Oui. Un peu plus que 4 mois, oui. Oui, c'est quand même interpellant. Et comme Dutroux n'est pas inculpé dans le dossier bis, je n'ai pas le droit de voir dans ce dossier bis, ni de demander le moindre devoir, ni de contrôler quoi que ce soit. On crée un dossier bis qui porte le même numéro, bis, où le principal accusé n'est pas accusé. Ça, c'est du jamais vu. Mais il y a encore d'autres choses interpellantes dans ce fameux dossier. Les témoins qui sont morts. Les témoins qui sont morts. Oui, alors moi, avec l'interview d'aujourd'hui, je suis peut-être en train de signer mon arrêt de mort. On verra bien, mais il y a trop longtemps. J'espère que non. Mais c'est Douglas de Koninck, qui est journaliste pour le journal belge flamand de Morgen,
qui va révéler en fait que 30 témoins vont... Il a fait un livre. Oui, vont disparaître, vont décéder, vont... Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, C'était oui. 30 témoins gênants qui auraient pu défendre ou atténuer la sentence de Dutroux? Non. Mais qui auraient pu être inculpés eux-mêmes ou faire inculper d'autres personnes aux côtés de Dutroux. L'affaire Dutroux n'était pas moins grave pour lui à cause des révélations qu'on pourrait faire. Okay. Elle était grave pour d'autres personnes. Parce que c'est vrai qu'on voit encore des anomalies, et ça vous l'avez relevé dans votre bouquin et dans ce fameux dossier BIS, c'est que quand il y a un kidnapping, Dutroux reçoit des sommes d'argent. Dutroux qui était sans terme péjoratif, simple ouvrier, Oui. avait à sa disposition, disposition plusieurs propriétés, 4-5 maisons. 4 maisons. 4 maisons, ce ne sont pas en gagnant son argent comme horloger ou comme représentant de commerce qu'il a pu se payer 4 maisons. Mais Dutroux est là, il peine, il gère sa peine, il l'a subie. On est passé en 2020, il y a 24 ans qu'il est déjà en prison, plus même, puisqu'il était arrêté avant le procès. Eh bien, cet homme ne parle pas. Il a compris qu'il ne serait pas récompensé, si je puis dire, s'il parlait. Ou même qu'il filerait un mauvais sort. Par conséquent, il en est au point où son chantage à la divulgation et à la révélation ne marche plus du tout et au contraire causerait sa perte. Mais ça, c'est un peu difficile à comprendre pour les gens qui n'ont pas suivi le dossier, de se dire, on peut comprendre cette théorie, cette présence du réseau. On a même à un moment donné, mais on y reviendra dans quelques instants, parlé de réseau satanique. Oui, c'était une fausse piste. C'est une fausse piste, c'est à Brassac, ça, c'est ça le fameux Oui. réseau. C'était une fausse piste, mais ça a été une éventualité à un moment donné. Mais pourquoi garder ce silence? Pourquoi ne pas divulguer les infos? Parce que en les gardant pour lui, ça renforce le sentiment que seul lui est coupable dans cette affaire et que cette théorie du réseau n'existe pas réellement. Oui, ou même on le soupçonnerait d'avoir inventé l'affaire du réseau. Mais l'opération de la gendarmerie qui consiste à filmer la maison et dont les films existent mais ont curieusement disparu, cette opération, on l'a cachée parce qu'elle était plausible. Elle était plausible dans ses soupçons sur des gens importants. Oui. Voilà. Mais on parle de films, il y a eu même d'autres images, d'autres films à caractère pédopornographique que Dutroux a lui-même récupérés. Oui. Comment quand ça il a été libéré de l'embrouille qui l'opposait à un voleur de camion Oui. qui lui avait volé son camion, eh bien, il a été en prison pendant ce temps-là, et c'est pendant ce temps-là que la gendarmerie est allée sur place perquisitionner et est descendue dans la cave devant les petites filles. Mais Dutroux a été libéré de cette affaire-là, et puis on ne l'inquiétait plus. Ok. Interpellant quand même. Oui. D'autant plus qu'il y a eu 80 compléments d'informations demandés et tout a toujours été refusé. Voilà, c'est bien pourquoi la commission d'enquête parlementaire s'en est donné à cœur joie. Et elle a été efficace, celle-là. Oui. Très bien. Mais, vous savez, même aujourd'hui, quand on en parle, 20 ans plus tard, aujourd'hui, je ne suis plus au barreau, je suis avocat honoraire. Quand j'ai sorti mon livre, j'étais tout à fait avocat. Je l'ai sorti d'ailleurs dans l'année du procès. Pas comme certains gendarmes qui aujourd'hui expliquent qu'on a saboté leur enquête, ce qui est vrai, mais ils ont quand même attendu 20 ans pour le dire. Et on peut se demander pourquoi Maître Xavier Magnier
se comporte comme ça, est-ce qu'il ne commet pas une faute professionnelle? Eh bien, non, parce que c'est ce que j'ai plaidé. Je répète ma plaidoirie. Si j'en ai livré ici des passages entiers, et je n'ai jamais reçu de mon collègue bâtonnier le moindre avertissement que je devais me taire. Au contraire, le barreau a bien compris que nous avions la parole et que nous avions le courage de l'exercer. Mais c'était une parole un peu seule contre tous. Oui, j'étais seul contre les gens bien et seul contre les bandits. Contre les gens bien parce qu'on n'a pas aidé de défendre un salaud, et contre les membres du réseau parce que Dieu sait ce que j'allais dire. J'ai de la chance d'être vivant. Oui, mais est-ce que après coup, toutes ces choses ou ces éléments cachés, c'était pas pour simplement sauver l'État à l'époque? Sûrement. Quand on sait qu'à un moment donné, on a changé de juge d'instruction. Oui. Pourquoi? Moi, j'ai mon explication, c'est parce qu'il cherchait trop. On a changé de juge d'instruction. Eh bien, il y a 200 000 personnes qui ont défilé devant la bourse à Bruxelles parce qu'on changeait de juge d'instruction. Il ne faut pas demander, mais l'âme est morte. S'ils avaient bien voulu prendre le parti de l'avocat de Dutroux, on aurait eu la vérité. Mais l'avocat de Dutroux n'était pas crédible. C'était l'avocat d'un salaud. Mais en vous entendant, ça fait quand même peur, parce que ça voudrait dire que la justice sélectionne les bonnes ou les moins bonnes affaires. Donc est-ce qu'on pourrait réellement, de manière générale en Belgique, avoir confiance en cette justice? J'ai, de mon expérience, une grande confiance en la justice, sauf dans cette affaire-là, où je l'ai dénoncée sans aucun succès, et où j'ai été moi-même complètement défaussé. Pourtant, dans la presse, il y a eu de très bons comptes rendus après ma plaidoirie, mais pas tout le monde. Oui. Certains ont dit, le célèbre avocat Bagné, pardon pour célèbre, le célèbre avocat Bagné a pris la parole, il a déçu tout le monde. Bien. Mais d'autres ont dit, il a osé dire ce que personne n'osait dire. Et la presse a été très partagée. Mais avoir cette étiquette d'avocat du diable, Oui. comment fait-on pour vivre avec? Ou est-ce qu'on vit avec? L'avocat du diable, c'est Jacques Vergès, le véritable avocat du diable. C'est vrai, tout à fait. Parce qu'il a défendu Klaus Barbie. Voilà, mais on dit aussi que je suis Vergès du pauvre. Oui. Mais est-ce que c'est facile de se lever, de savoir qu'on est critiqué comme ça en permanence? C'est provoquant et même stimulant. Okay. Parce qu'on a alors vraiment le sentiment de plaider sa véritable profession, d'être celui qui ose dire non au procureur. Au procureur de qui? Du roi. Au procureur du roi. C'est le roi qui exerce l'accusation en Belgique. Tout à fait. Et s'il n'y a pas le barreau pour défendre l'individu, c'est le roi qui domine. Or, le roi fait tout, en général, très bien. On peut s'en féliciter. Nous sommes un royaume dont on peut être très fier. Mais quand il y a un accident, comme cette affaire Dutroux, ça échappe au roi, à mon avis. Vous l'avez mentionné en début d'interview, on est 20 ans après. 20 ans après, à refaire, vous le referez? Oui. De la même manière? Je crois. Plaider les mêmes choses, les mêmes causes, oui. Défendre la même. Je ferai la même carrière. D'accord. Et pourtant, étant l'avocat de gens peu recommandables, ayant passé ma carrière à défendre des causes terribles, comme Geneviève l'Ermite, qui a tué ses 4 enfants. Bon. J'ai fait une partie, et celle la plus dure, mais la plus noble, à mon avis, de la profession d'avocat. Et je suis devenu quand même avocat solitaire. Et ô combien pénaliste, je suis devenu quand même bâtonnier. Mais est-ce qu'on ne part pas un peu défaitiste quand on défend ce genre de personnes? Parce que Dutroux,
allez, aux yeux du public est indéfendable, Geneviève l'Ermite est indéfendable. Donc qu'est-ce qu'on peut encore défendre dans ce genre de crime? C'est à quoi personne ne pense. Et le morceau de l'individu en question qui l'a poussé à agir. En telle manière que chacun retrouve dedans de soi un petit quelque chose qui peut ressembler, au point qu'en se plaçant dans les mêmes circonstances, il n'est pas exclu qu'il eût agi de la même manière. Alors quand ce doute-là entre un tout petit peu dans la conscience, on comprend. Nous sommes les avocats de l'impossible. Et impossible n'est pas français, comme disait Puis on est accusé. Oui. Et on a contre soi le procureur de qui? De Sa Majesté le Roi. Oui. Avec un magistrat qui n'a pas de casier judiciaire, l'avocat rarement, mais parfois. Et on se trouve dans un monde dont la porte s'ouvre en donnant la parole à l'avocat. Là, on entrebâille brusquement la porte, on lui donne une chance de laisser filer un mot d'explication. Et s'il est un peu convaincant, autrement dit réaliste, parce qu'il faut être très réaliste pour être convaincant, et pour ça il faut avoir une âme qui ressemble, je suis fort là, qui ressemble à celle des bandits qu'on défend. Il faut être un peu parmi eux. Et c'est un bâtonnier qui vous le dit. Donc vous êtes un peu bandit dans l'âme? Dans l'âme, je suis du signe du Scorpion. Et cette affaire Dutroux, au final, qu'est-ce qu'elle vous aura appris? Elle m'aura appris les plus difficiles côtés de mon métier. Okay. C'est une expérience inimaginable. Et je suis allé là-bas à Arlon pour plaider dans ce petit palais de justice de province, endroit qui n'était pas du tout fait pour être la cour de l'affaire Dutroux. On aurait plaidé à Mons, on aurait plaidé à Liège. Ah, c'était Arlon. Arlon. C'est sans doute pour décourager un peu les journalistes et les visiteurs. Mais Arlon, pour moi, c'est une seconde patrie, figurez-vous. Je me sens terriblement à l'aise à Arlon, aussi bien qu'à Uccle. Pourquoi? Parce qu'à Arlon, j'ai fait mon service militaire en 1960, aux chasseurs ardennais. Et quand je vais à Arlon, je suis chez moi. Ce qui m'a donné cette grâce inattendue en l'espèce, que le bâtonnier Magnier, avocat à Bruxelles, se sente si à l'aise à Arlon. Et que le public arlonnais m'apprécie aussi parce qu'il connaît un peu mon histoire. Voilà. C'est bien. On va clôturer ce chapitre sur Dutroux et plutôt parler de justice en général, justice belge. Est-ce qu'elle se porte bien, notre justice belge? Je crois qu'elle manque de personnel, je crois qu'elle manque de magistrats. Je crois que devenir magistrat n'est pas un grand exploit actuellement pour la jeunesse qui a fait des études de droit. Ils essayent plutôt comme conseiller d'entreprise, voilà, entrer dans le commerce et être conseiller juridique pour une grosse boîte. À mon avis, ça assure des revenus plus certains que d'être un jeune avocat stagiaire. Et quels seraient vos conseils pour améliorer cette justice, vous qui avez tant d'années d'expérience? Je crois que il faudrait qu'elle soit efficace, plus rapide, sans être sévère à tour de bras, un peu au hasard, ou brusquement pas sévère du tout alors qu'on se demande pourquoi. Elle manque d'objectivité aujourd'hui. Et pourtant, les jeunes magistrats, les jeunes juges, les jeunes procureurs, ils font ce qu'ils peuvent. Mais le ministère est sous-développé et sous-payé pour toutes ces actions. On manque d'argent au ministère de la Justice. Et on considère que la justice est sans doute une institution faite pour ceux qui se sont mal conduits. Par conséquent, ça ne vaut pas la peine qu'on y dépense trop. On dit souvent que les avocats mentent
pour défendre leurs clients. Est-ce que vous avez beaucoup menti dans votre carrière? Non. Non. Non, au contraire. J'ai préféré des vérités qui déplacent, qui dérangent. Ok. Jamais, je n'ai jamais menti. Là, c'est la vérité ou c'est un... Ah, c'est la vérité, et je ne mens pas quand je vous dis la vérité. Parfait. On a une dernière petite partie assez fun, j'ai envie de dire. Allons-y. Je vous propose deux choses. Est-ce que vous êtes plutôt ceci ou cela? Vous choisissez un des deux et vous me dites pourquoi. Est-ce que vous êtes plutôt vin ou bière? Vin, Rouge ou blanc? rouge, Été ou hiver? à votre santé. Santé. Été ou hiver? Été. Pourquoi? Parce que la nature explose. Oui. Parce que tout est spontané en été. Tandis qu'en hiver, on se garde. On est prudent. Je ne suis pas prudent. On l'a bien compris. Plutôt matinal ou noctambule? Pardon? Plutôt matinal, du matin, Non, ou pas tard du le tout. soir? Lève tard. Lève tard. Lève tard, couche tard. Couche tard, très bien. Voilà. J'ai aujourd'hui 89 ans. C'est parce que j'ai mené une vie sévère jusqu'à aujourd'hui. Vous avez bien raison. Et enfin, plutôt amateur de romans ou amateur d'essais? Non, je préférerais les romans, mais j'aime encore par-dessus tout les livres d'histoire et les critiques politiques. Ah, des ouvrages à conseiller? Oui. Ah, il y a beaucoup de bons livres qui sont sortis sur Trump Oui. aujourd'hui. Et là, je vous les recommande sans préciser nécessairement lesquels, mais c'est un homme qui mérite autre chose que tout le mal qu'on en raconte. Très bien. Un dernier mot pour la fin, pour ceux qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire sur la justice, sur votre carrière, sur le futur? La parole est à vous. Eh bien, je souhaite que mes enfants, et surtout mes 6 petites filles, qui ont aujourd'hui entre 15 et 20 ans, je n'ai pas de petit-fils, 6 jeunes filles. Il faut dire que j'ai toujours adoré les jolies filles, et Dieu merci, il n'y en a pas une seule moche. Eh bien, je leur souhaite d'oser un parcours de vie qui ressemble à celui que j'ai mené. C'est-à-dire qu'il faut rester dans les conventions, il ne faut pas sortir du chemin, mais en revanche, il faut prendre le chemin le plus dur, le plus sévère et le plus généreux. Merci, Maître Panier. C'est moi qui vous remercie.